Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de nos panels et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de m'en tenir avec non pas un Sénégalais, non pas un Camerounais forcément, quoique qu'il soit parti de son pays d'origine, du Cameroun donc, pour me répéter, mais un Africain tout court qui se bat pour l'Afrique, pour la diaspora, pour l'émergence du continent à travers les télécoms, à travers sa jeunesse, à travers la finance digitale. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Cédric Yamdieu. Bonjour Cédric Yamdieu. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté de rejoindre nos panels en ligne. Pour nous, c'est très, très important que nous Mhm. arrivions à nous en tenir avec les fils du continent. Et de plus en plus, c'est le cas, notamment ces dernières semaines. Pour nous, c'est un immense honneur, d'autant plus qu'il n'y Mhm. a pas de frontières. En fait, les Oui, problématiques que nous aimons, qui nous passionnent, sont les mêmes que l'on soit à Yaoundé, à oui. Kinshasa, disons, à Nouakchott ou à Dakar ou plutôt à Mhm. Niamey, c'est la même chose. D'accord, Alors, rapidement, je vous ai présenté, mais très rapidement. Alors, d'accord. quelques mots, hein, Cédric, pour nous parler un peu de ton parcours, de cette enfance sûrement à Douala, au Cameroun, d'abord, avant de voyager en Europe. D'accord. Alors, effectivement, j'ai passé mon ancienne enfance à Douala au Cameroun. Oui, Donc, je suis né dans une fratrie de quatre garçons, dont je suis triplé et une fille. oui, Donc, j'ai passé 17 ans au Cameroun, en fait, qui est une enfance, en fait, évolutive parce que, bon, on venait de milieux modestes, mais on a évolué oui. sur cet aspect. À 17 ans, en fait, j'ai eu mon baccalauréat, en fait, au Cameroun. Mhm. Et après mes 17 ans, je me suis envolé pour des classes préparatoires en France, notamment. Donc, c'était Oui, une oui. enfance, voilà, très rigoureuse autour de l'excellence, de la solidarité, de l'humilité aussi. Donc, c'était en fait, c'est une famille, on est une famille généralement en fait de technocrates, de scientifiques et autres. Voilà. Oui, à Harvard, qui est bien sûr au cœur de votre parcours, comme beaucoup d'Africains, comme beaucoup de citoyens du monde simplement. Pour vous, c'était un passage obligé, Harvard? Harvard, Oui, en fait, c'était, puisque j'ai créé en fait 50 Afrique, j'ai créé en fait, c'est un média think tank, c'est-à-dire que on a, on a des scientifiques en fait et des docteurs qui font des recommandations à des leaders privés et publics oui, sur des politiques publiques, économiques et entrepreneuriales. Et donc, du coup, il s'est avéré que vu que j'avais plutôt un parcours, en fait, plutôt télécom et ingénieur finance, mais qu'il me manquait, en fait, cet aspect économique, politique publique, en fait, j'ai décidé de faire un parcours, en fait, plutôt à la Kennedy School. La oui. Kennedy School, c'est vraiment l'école d'Harvard qui forme sur cette thématique. Donc, c'est plus récemment, donc, l'année passée, quand j'ai terminé mon cursus là-bas. Et c'est venu compléter en fait mon premier cursus, on va dire, technique et d'ingénieur et autres. Voilà. Oui, un très bon parcours, hein, un très beau parcours aussi. On vous en Merci. félicite. Cédric Yamdieu, vous êtes CEO de 50 Afrique et Exactement. cofondateur de Afropreneur Exactement. Emerging, leadership ingénieur diplômé de Harvard, vous l'avez dit, de Oui. Télécom Paris, de CPE Lyon. Vous avez Oui. commencé votre carrière pour Accenture en 2011 en tant que Exactement. consultant en système Oui. d'information. Plus récemment, vous êtes spécialisé dans les marchés financiers pour des Oui. banques. Donc, pour vous résumer un peu très rapidement, vous êtes un Africain, disons, qui brille dans plusieurs domaines, la Mhm. finance, les télécoms, l'économie. Pour vous, autre question de ce point de vue, pour vous, c'était important de marier plusieurs domaines. Ça me rappelle un peu une interview que j'ai eue au Sénégal avec le professeur D'accord. des universités Abdoulaye Cissé. Et ça nous a rappelé tous Edgar Morin, que tu connais très bien sûrement, qui dit que pour analyser le réel, il faut marier en fait plusieurs sciences. Vous êtes un peu issu de cette idéologie scientifique. Oui. Je suis complètement d'accord avec cette phrase et Mhm. je pense que ça a été en fait évolutif.
De base, en fait, j'étais diplômé de 2 écoles d'ingénieurs, donc j'avais en fait un bagage technique, informatique et mathématique. Mhm. Donc, c'est ça en fait qui a conditionné mon début de carrière puisque je savais développer. Ensuite, je suis devenu en fait consultant. Mhm. Euh, après, disons que l'entrepreneuriat est venu après une première expérience, après une première expérience, après Accenture et Bouygues, j'ai confondé en fait une holding en fait, Timicorp, en fait, qui a accompagné les premières startups africaines, Mhm. comme Kiro Games, qui est l'un des premiers jeux vidéo, enfin, studios de jeux vidéo en Afrique centrale Mhm. et en Afrique tout court, au Djokou. Donc, on Mhm. les a accompagnés sur la révision du business plan, le business développement, la promotion au sein de la diaspora, la connexion avec des investisseurs aussi et quelques journalistes aussi. Donc, ça nous a permis aussi, personnellement, à moi, de développer en fait cette analyse du marché africain sur le point de vue technique, tech africain, Mhm. que ce soit au niveau des startups et télécommunications. OK. Après, les startups ont évolué en fait. Aujourd'hui, c'est des références, ce sont des startups qui sont référents dans leur domaine. Mhm. Ensuite, après cette expérience entrepreneuriale, en fait, comme je disais, c'était évolutif. Je suis entré Mhm. en finance de Oui. marché. Mhm. Euh, Vu que j'avais plutôt un bagage, en fait, toujours technique et, mathématique et informatique, Mhm. j'ai dû, en fait, m'auto-former en finance de marché et dans les marchés financiers. Aujourd'hui, j'ai aussi ces casquettes économiques, politique publique. Comme je disais, Oui, je oui. me suis formé à la Kennedy School d'Harvard. Mhm. Et donc, dans le cadre de mon think tank, de mon média think tank, pour pouvoir en fait avoir cette compétence, parce qu'on s'est rendu compte que il fallait en fait, en tout cas moi personnellement, je me suis Oui. rendu compte qu'il fallait en fait avoir certaines compétences pour pouvoir donner des recommandations à certains leaders sur la stratégie économique ou des politiques publiques. Donc voilà. C'est tout c'est tous ces en fait c'est mon parcours qui est évolutif qui Oui. a permis Oui. de combiner toutes ces compétences en fait qui sont le fruit aussi d'un travail acharné. Voilà. Tout à fait, on l'a compris, hein, c'est un Cédric Yamdieu au pluriel Oui. avec qui nous échangeons dans le cadre de nos panels en D'accord. ligne démarrés il y a plus d'un mois et nous l'en remercions énormément pour avoir accepté D'accord. d'échanger avec nous. Mais l'idée, c'est surtout de partager avec le réseau, partager avec les D'accord. Africains, mais pas que, partager Oui. simplement avec tous ces citoyens du monde qui ont en commun aujourd'hui le digital. Côté entrepreneuriat, nous reviendrons rapidement et plus tard sur les télécoms, sur la finance aussi. Mais côté entrepreneuriat, pourquoi est-ce qu'à un certain moment, il vous avez pensé que c'était important d'entreprendre et surtout de mettre sur pied une association qui fait bouger les lignes en Afrique? Parlez-nous un peu de ce côté entrepreneurial de vous. D'accord. En fait, c'est parce que pour plusieurs raisons. Quand j'ai accompagné, en fait, quand j'étais plus jeune à 25 ans, j'avais accompagné en fait les premiers startups. Oui. Je voyais qu'il manquait certaines informations ou bien certains rôles modèles, pas forcément de la technicité ou de l'accompagnement financier, mais Mhm. disons un certain changement de mindset, puis certaines sources de motivation. Donc, du coup, en fait, je me suis dit qu'il fallait créer deux choses. Il fallait créer une association, en fait, de base, Télécom Pan-Africa dans le digital, pour pouvoir, en fait, cette association va pouvoir mettre des actions concrètes, des conférences, Mhm. euh, des concours de pitch, des after-work pour pouvoir connecter les porteurs de projets ou les amoureux du digital entre eux africains. Mhm. Et la deuxième chose, c'est un média think tank qui va renseigner en fait les Africains par les rôles modèles. Dans notre média, on met des jeunes qui sont inspirants, qui Oui. motivent les autres, qui ont fait de belles choses. Et le think tank, c'est en fait, c'est la tête pensante du média. C'est-à-dire, c'est vraiment des scientifiques qui prennent plusieurs jours à plusieurs mois à vraiment résoudre certaines problématiques africaines. Donc, c'était l'idée de base. Pourquoi, en fait, j'ai décidé de lancer ces deux initiatives, en fait, Mhm. simultanément, en fait, à l'époque. Voilà. Mhm. Oui, en tout cas, un parcours qui est intéressant pour les Hum, jeunes Africains notamment. Mais d'accord. quel est le message, hein, mais ça doit être dit en passant, quel est le message à tous ces jeunes Africains restés en Afrique, mais qui rêvent de voyager en Europe? Parce que peut-être dans leur tête, Oui. ils pensent que
la réussite, elle est en Europe, elle est hors de leur continent. Aujourd'hui, quel message à ces jeunes? Est-ce que vous pouvez leur dire, si c'est vrai, Oui. bien sûr, que l'entrepreneuriat permet de vivre en Afrique? Alors, le message en fait, il est double. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est le continent que tout le monde regarde. Pas que les Africains. Oui, Tout oui. le monde regarde parce que c'est le continent, tu as les taux de croissance les plus élevés, tu as une dynamique entrepreneuriale, tu as des richesses énormes, tu as beaucoup de choses je ne vais pas entrer en détail dans les chiffres, mais tu as en gros un marché vierge. Oui. Maintenant, c'est que le jeune africain, généralement, il a besoin d'un rôle modèle, de suivre en fait un parcours, de suivre des conseils de mentors et autres, pour se dire que même en Afrique, en fait, il y en a plusieurs qui, et j'en suis convaincu de plus en plus, Oui. qui arrivent à émerger du point de vue entrepreneurial, en fait, avec leur projet. Et ils pensent local, continental et même mondial, en fait, parce que si on a ce mindset de penser que, OK, mon client qui est en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Inde, aux États-Unis, au Canada, je peux le toucher, par exemple, on prend le cas du numérique. En fait, c'est se dire que aujourd'hui, tout est possible en Afrique. Avec le leapfrogging, le mobile banking, tout est possible. Les jeunes Africains sont de plus en plus innovants. Par rapport à il y a 10 ans, il n'y a quasiment pas d'incubateur, par exemple. Aujourd'hui, il y en a des dizaines, des centaines de nouveaux projets innovants. Jusqu'au point où on s'y perd parfois. Pardon? Je dis, il y a tellement d'incubateurs, effectivement, jusqu'au point où on s'y perd même parfois. Oui, c'est à la fois une bonne chose et quelque chose fait. aussi qu'on peut remarquer dans un autre sens. Et revoir. Parce que vraiment, en 2008, 2009, 2010, il n'y avait pas d'incubateur. Il y avait, à l'époque, où on commençait à accompagner les premières startups vers 2013 et tout, il y avait très peu. Il y avait Jocolabs qui avait commencé à être créé et tout. Jocolabs avec Karim Sy, que oui, nous avons exactement. reçu dernièrement au Sénégal dans nos émissions. Oui. Et Jocolab qui est présent même en France aujourd'hui, avec bien sûr beaucoup de pays en Afrique. Exact, exact. Il y avait Jocolabs qui est devenu panafricain et aussi avec des hubs aussi en France. Atispé aussi au Cameroun. Oui, le CETIC Dakar au Sénégal. Ah ouais. Atispé au Cameroun aussi, qui essaie d'avoir en fait des points un peu partout au Cameroun. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y en a un Cupivoire, donc il y en a des centaines, mais à l'époque, il y avait très peu. Et aujourd'hui, en fait, d'après des fonds d'investissement comme Parterre ou d'autres institutions, Partech avec Tidjane Dem et Cyril Collomb. Tidjane Dem qui est l'ancien patron de Google Afrique francophone que nous avons également reçu dans nos émissions. Oui, avec Tidjane et Cyril Collomb, en fait, nous saluons qui au ont passage. lancé Partech Africa. Oui, oui. Oui, ils font des études régulièrement pour en fait donner en fait, la valeur de levée de fonds des startups africains. C'est annuel, c'est chaque année. On peut remarquer que c'est exponentiel. C'est vraiment exponentiel. Donc ça veut dire qu'il y a du dynamisme vraiment au niveau des entreprises qui cherchent des fonds. Voilà, disons qu'en 2016, c'était environ 50 millions de dollars. Aujourd'hui, je crois 50 ou 200 millions de dollars, mais aujourd'hui, c'est en termes de 1 à 2 milliards de dollars de levée de fonds. On espère que ça va continuer à croître exponentiellement, même si avec le Covid, c'est un peu plus compliqué maintenant. Oui, tout ce qui a été dit est pertinent, mais il faut aussi que j'en revienne à ma question de tout à l'heure. Est-ce que l'entrepreneuriat permet à ces milliers d'Africains de rester sur le continent aujourd'hui? Pour vous qui connaissez l'Afrique, pour vous qui êtes parti de Douala au Cameroun. Est-ce que l'entrepreneuriat permet de rester en Afrique? Oui, concrètement, l'entrepreneuriat permet même de rester et de scaler son business à condition d'être résilient, d'être persévérant et aussi de se faire accompagner. Et même la diaspora aujourd'hui se rend compte que même l'entrepreneuriat, c'est un levier en fait d'épanouissement et autres. Donc même pour l'Africain, je dis qu'aujourd'hui, j'en suis convaincu, ce n'est pas une question de mode, mais c'est une question tant qu'il y a des problématiques, il y a des solutions. Et donc, l'entrepreneur résout ces solutions. Et pour moi, le jeune africain, effectivement, par le biais de l'entrepreneuriat, peut s'en sortir et pourquoi pas aller beaucoup plus loin que la normale. Oui, par rapport à cette normale dont tu parles, c'est important. On a parlé rapidement des investisseurs, des fonds d'investissement, des incubateurs.
Oui, Mais souvent, on dit, c'est vous qui allez nous dire, toi qui es dans l'entrepreneuriat et surtout ailleurs, oui. avec beaucoup d'expérience, on dit souvent que ce qui est le plus important dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas le financement. Est-ce que vous partagez cet avis? Euh, le financement est important, mais il y a d'autres éléments qui sont très importants. Comme quoi? Euh, on a parlé de Tidiane, l'ancien monsieur, ancien de Google, et d'autres investisseurs de VC qui sont très experts dans le domaine. Il y a plusieurs points. Il y a l'équipe qui est très importante. C'est-à-dire que il faudrait que, en fait, généralement, en fait, il faudrait qu'il y ait plusieurs fondateurs, 3 en moyenne, 4, en fait, parce il y a une multiplicité de compétences, que ce soit technique, fonctionnelle, comptabilité et marketing. Oui. Donc, il y a l'équipe, il y a le produit. Il faut vraiment avoir un produit marketable, en fait, euh, et autres. Il y a aussi, en fait, bien sûr, il y a le financement. Le financement, c'est bien. On te donne de l'argent. Mhm. Tu as eu des métriques qui sont très intéressantes, Oui. des premiers clients qui sont très intéressants. Mhm. Mais maintenant, on te donne de l'argent, c'est pour réussir. Donc, il y a donc l'accompagnement. Mhm. Généralement, les fonds d'investissement ou les business angels ne se contentent pas simplement de donner de l'argent. Ils accompagnent, ils utilisent leur réseau de partenaires pour pouvoir scaler le business de la startup ou de la PME, en fait. Donc, il y a l'accompagnement qui est très important. Mhm. Et il y a une chose souvent, en fait, qu'on oublie souvent chez les entrepreneurs qui doivent développer, en l'occurrence, en particulier les Africains et en Oui. règle générale les entrepreneurs, il y a aussi la communication et la force de vente. C'est-à-dire que Mhm. si on a tout l'équipe, le financement, le produit, la technique qu'on veut, si on n'a pas la communication et la force commerciale, c'est-à-dire la capacité à vendre son produit, Oui. ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. Je Oui. pense que c'est 4 éléments ou 5 éléments qui sont importants avec le financement si on veut en faire réussir à faire décoller sa startup. Oui. Et bien sûr, il y a le troisième Oui. point Oui. Oui. enfin, un autre point que les jeunes utilisent à bon, mauvais escient, c'est la Mhm. visibilité. La Mhm. visibilité, c'est bien pour se faire connaître, Mhm. mais le mauvais, on va dire la contrepartie souvent, c'est que souvent Mhm. des jeunes confondent visibilité et starmania en fait. Voilà. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Cédric Yamdieu est Oui, notre invité aujourd'hui dans le cadre de nos Covitech. Il nous parle en ligne de oui. Paris, c'est bien cela? Oui, actuellement, je suis à Paris. Oui, en ligne de Paris. Cédric est parti du Cameroun, de Douala, et aujourd'hui il est en France où il est spécialisé dans tout ce qui est finance, finance digitale, télécom et bien sûr économie. Après un parcours à Harvard, nous en avons parlé tout à l'heure. Nous allons évoluer un peu, Cédric, en parlant des télécoms. Je sais que c'est un sujet qui vous Oui, passionne. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la place de l'Afrique dans les télécoms? Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que l'Afrique oui, fait plus office de terrain où des acteurs d'ailleurs se retrouvent que de prévaloir en fait clairement un statut de championne des télécoms. Peut-être oui, que je dis n'importe quoi. oui. Toi, le spécialiste, alors corrige-moi, qu'est-ce qu'il en est réellement, cette place de l'Afrique dans les télécoms au niveau mondial? Au niveau mondial, en fait, je pense peut-être tu le sais, mais d'autres Mhm. seraient surpris, mais en fait, beaucoup de gens le savent, mais en fait, le mobile banking a été créé au Kenya Mhm. par M-Pesa, non? M-Pesa, en fait. En tout cas, Et, M-Pesa est très visible, hein, disons-le comme ça. pardon? Je dis, en tout cas, la plateforme M-Pesa, elle est très visible au Kenya. Oui, surtout que, en fait, les tigres représentent 15% du budget de l'État kenyan. Donc, Mhm. les tigres, c'est très important au Kenya. Et le Mhm. mobile banking, en l'occurrence, parce que le M-Pesa, c'est le volume de transfert d'argent, en fait, que ce soit pour Mhm. acheter payer tes factures, acheter chez le boutiquier du coin et autres. Mhm. Donc, ça a été créé en fait en Afrique, au Kenya. Et ça s'est exporté mondialement, en fait. Et même aujourd'hui, dans des compagnies comme Orange, par exemple, on essaie d'utiliser en fait le mobile banking en France Mhm. actuellement. Donc, c'est Mhm. une technologie qui est africaine, Mhm. qui a été créé en Afrique et qui a été exporté. C'est un exemple de technologie qui a été créée en Afrique et qui est exportée en fait de manière internationale. Donc,
il y a si on parle des leaders, en fait, on va dire panafricains, il y a des leaders comme MTN et autres, qui sont des leaders présents en Afrique et autres. Donc, après, si on doit parler en règle générale, en fait, de marché, je dirais que je pense aux Africains aussi de créer des champions, en fait, que ce soit dans le digital ou dans la finance, des champions panafricains. Il faut avoir de la volonté, l'expérience, enfin, on va dire, de la volonté surtout, des capacités. Et aussi, en fait, aussi, on va dire, un certain dynamisme pour créer des champions, en fait, digitaux panafricains. Et c'est très important parce que je pense que ça va se faire avec le temps et ça continuera à se faire tant que le dynamisme entrepreneurial, en fait, se poursuivra. Oui, on a parlé d'une Afrique championne dans les télécoms, mais bon, l'Afrique a ses champions, mais sauf erreur de ma part, ils sont présents en Afrique. Ils sont en Afrique. À quand ces champions africains qui vont aller prendre des marchés en Occident? Parce que l'Occident le fait chez nous, le fait en Afrique. Alors, à quand? La bonne question est à poser aux Africains entièrement parce que, comme je le disais, l'Africain doit cesser de penser local ou continental, il doit penser mondial. C'est en se disant, en fait, c'est en élevant son ambition. Déjà, il faut d'abord, avant d'y arriver à créer, en fait, à avoir des marchés internationaux, il faut avoir la volonté de le faire, donc l'ambition de le faire. Donc, l'Africain de base, en créant son projet, ou en ayant en fait une entreprise, doit se dire que pourquoi pas moi, je peux attaquer le marché international, j'ai toutes les compétences pour, j'ai le réseau pour, j'ai des capacités pour, je peux bien en fait délivrer des services à un prestataire en Inde, en Angleterre, aux États-Unis. Il faut avoir d'abord l'ambition pour le faire. Et ça, pour l'instant, c'est vrai, il y en a très peu. Qui ont l'ambition, mais de plus en plus, au moins, il y a des jeunes qui ont l'ambition de le faire, surtout dans le digital. Peut-être dans d'autres secteurs, c'est un peu beaucoup plus compliqué, mais dans le digital, il y a des jeunes qui ont cette ambition, en fait, internationale. Par exemple, Kiro Games, ils vendent des produits partout, au Canada, en Belgique, pas qu'en Afrique, pas qu'au Cameroun, partout. Ils ont cette ambition, en fait. C'est un studio qui a été créé à Yaoundé, au Cameroun, mais ils vendent des produits, des BD un peu partout, en fait. Ils ont cette ambition, en fait, internationale. Et c'est justement, en fait, l'ambition qui est la plus importante. Oui, et toujours sur les télécoms, cette guerre fratricide, allais-je dire, mais non, mais en tout cas, cette guerre rude entre Orange et Free qui s'exporte en Afrique. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'actualité au Sénégal avec Tigo qui passe, qui devient Free, et Orange, la guerre infernale qui fait qu'après, les populations, les consommateurs respirent mieux avec des prix allégés. Cette guerre entre les deux, vous la voyez comment? Alors, cette guerre entre ces deux opérateurs internationaux, c'est on va dire, je dirais que c'est la loi du marché. C'est celui qui propose le meilleur service, le meilleur produit qui effectivement arrive à avancer. Et je n'ai pas trop suivi pour l'instant, mais disons, c'est un marché qui a ses acteurs. Et donc, du coup, c'est un marché qui a un milieu peut-être à évoluer ou pas. Ça dépendra, comme je disais, des produits de chacun des acteurs en fait internationaux. En France, par exemple, on a ces lois de marché entre Bouygues, SFF et autres pour, en fonction du produit, que ce soit dans le mobile, dans le fixe et autres, pour en fait attirer les meilleurs clients. En Afrique, ça se fera sans doute, on verra. Oui, vous parlez de la France, parce que Free est parti de la France. Free est en France avec Xavier Niel, avec une cassure renversante des prix.
Au Sénégal, peut-être qu'on n'y est pas encore ou qu'on n'y était pas, mais en tout cas, ça promet cette guerre un peu pour les consommateurs. Mais rapidement, pour avancer un peu, nous allons parler des prix des télécoms. L'accès, par exemple, Oui. aux données, l'accès à la voix. Bon, vous comprenez très bien ce vocabulaire, vous qui êtes issu des télécoms. Alors, comparé aux autres pays occidentaux notamment, est-ce que les prix des télécoms chez nous sont assez élevés ou vous pensez que c'est raisonnable? Alors, non, les abonnements en Europe, en tout cas en France, sont beaucoup plus intéressants en fait en termes de qualité de vie, revenu, qualité de vie par rapport à, je dirais, par rapport en fait en Afrique, ça reste encore relativement un peu plus cher en Afrique pour différentes raisons. Mais en règle générale, je pense que surtout peut-être parce que il y a une grosse compétition en France dans les télécommunications, des cassages de prix, des promos. Donc, du coup, les clients, en fait, arrivent à avoir le choix entre différents abonnements, en fait, plus ou moins intéressants. En Afrique, c'est un peu plus compliqué parce que le modèle est différent. Et, mais je dirais peut-être en France, Oui, j'ai l'humilité de le dire en France, peut-être pas oui. en Angleterre ou dans d'autres pays, mais en France, je pense que euh, par rapport aux revenus à l'inflation, par exemple, par rapport aux revenus à l'inflation, en fait, le, 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 le niveau de, comment dirais, De vie? l'abonnement, en fait, Oui. pour les télécommunications est beaucoup plus important, est beaucoup plus intéressant. Oui, toujours sur les télécoms, sinon on laisse de côté les télécoms, mais tu vas Oui, voir tout de suite qu'on ne s'éloigne pas pour autant des télécoms, hein, parce que nous allons parler de la finance digitale, la monnaie électronique, oui, les acteurs des télécoms présents là-dedans aussi. Vous voyez comment cette montée des fintech, les startups technologiques spécialisées dans la finance, cette montée des fintech en Afrique, oui, vous la voyez comment, notamment InTouch avec un certain Omar Sissé au niveau du oui, Sénégal. Omar. Oui. Alors, je dirais que c'est quelque chose qui a commencé depuis début 2010 et ça Mhm, continue de le faire, les fintech. mhm, Euh, c'est un des domaines avec l'intelligence artificielle, le big data, où il y aura toujours de l'évolution, il y aura un mhm. besoin. Parce que, pour rappel, fintech, c'est technologie et finance. Tout à Donc, fait. c'est la contraction des deux. Et Mhm, donc, du coup, en fait, c'est du moment que tu as en fait une application, une solution digitale, en fait, qui a un rapport par rapport, qui a un lien avec soit le transfert d'argent ou bien le volume de paiement et autres, on les appelle des fintech. mhm, Parce qu'il y a un besoin. Il y a vraiment un besoin pour les utilisateurs, les clients. Celui qui veut, le commerçant qui veut acheter en fait en ligne, par exemple, peut utiliser une fintech ou bien acheter en fait chez la commerçant du coin, il peut utiliser une fintech. mhm, Il y a un besoin, particulièrement en Afrique. mhm, Et ça va continuer à évoluer. En Afrique du Sud, il y en a plusieurs, comme je mhm, crois Ibwich, un nom comme ça, sud-africain. mhm, Il y a aussi celui de Omar. Donc, mhm, ça va évoluer, ça continue à évoluer. Et je dirais que même les opérateurs de télécommunications, ils ont compris ça. mhm. Parce que soit ils intègrent les fintechs dans leur en fait, R&D, c'est-à-dire ils essaient de créer des offres liées en fait, à cette technologie, Mhm. soit en fait, ils deviennent partenaires en fait, des fintechs. Mhm. Oui, mais maintenant, comment faire en sorte que cette monnaie électronique elle soit accessible à un niveau très bas? Je sais qu'il y a énormément Oui. de points de retrait et d'envoi d'argent, hein. Moi, Mhm. j'habite Dakar, donc j'en connais très bien, sauf qu'il n'y a pas qu'à Dakar, c'est partout. Mais on ne voit pas cet argent électronique utilisé, par exemple, dans les boutiques de quartier où l'usage du cash reste quand même important. Comment peut-on arriver aujourd'hui à démocratiser complètement l'usage de cette monnaie électronique pour qu'elle soit accessible, notamment dans les boutiques de quartier? La monnaie électronique, tu veux dire. Oui, OK. oui, oui. Alors, déjà, en Je fait, sais que je pour pose la pouvoir, question à quelqu'un qui habite en France, donc déjà loin de ces pour, réalités au quotidien.
Oui, déjà, je pense que si on raisonne, c'est que déjà pour utiliser la monnaie électronique, il faudrait déjà que la plupart des commerçants et des utilisateurs aient chacun un téléphone. Mhm. Déjà. Et cette application, on les appelle wallet Mhm. en anglais, Oui, oui. et des wallets dans leur téléphone. Mhm. Mais aussi, comme je dirais, une force de vente, de commercialisation qui doit être faite, de convaincre les utilisateurs d'utiliser en fait ces différentes technologies, Mhm. et bien faire ces technologies. Donc, il y a en fait une force de proposition à être faite, une force commerciale à être faite, leur expliquer en fait les avantages d'utiliser ces technologies. Ça aussi, c'est important. Il y a donc un aspect de sensibilisation en fait, Mhm. sensibiliser à ces technologies. C'est pour moi Mhm. en fait, humblement, le plus important. Une fois qu'on sensibilise quelqu'un à quelque chose, il essaie en fait d'avoir en fait, on va dire, ce service. Mhm. Oui, oui, donc c'est important de ce point de vue que les acteurs D'accord, arrivent à élargir ce service, hein, de la monnaie électronique. Nous allons peut-être terminer, si vous êtes d'accord, d'accord. par la problématique par la problématique de tout ce qui tourne autour de la formation des jeunes Africains. Vous êtes issu de Harvard. La formation en Afrique, aujourd'hui, on devrait privilégier quel contenu aujourd'hui? Quels sont les bons contenus aujourd'hui pour former nos jeunes? Autrement dit, les former à quoi dans ce monde qui bouge, dans ce monde de plus en plus digitalisé? D'accord. C'est une très bonne question parce que le think tank a soumis deux recommandations sur l'éducation en Afrique et dans la Oui. formation des jeunes. Bon, on est parti du principe que déjà de un, ça doit être en plusieurs étapes, l'éducation secondaire, primaire et l'éducation universitaire en fait. Et donc, de base, on doit inculquer en fait déjà vers le primaire et le secondaire la notion de qu'est-ce que c'est qu'un Africain déjà. Mhm. Qu'est-ce que c'est que le panafricanisme, quels sont les pères des indépendances et autres. Il y a des bouquins, des livres en fait comme des Nations Unies par exemple, Mhm. l'histoire de l'Afrique qui explique cela. Mhm. Ensuite, dès qu'on a en fait ce mindset, il y a aussi l'entrepreneuriat. C'est important très jeune, Mhm. dès le primaire en fait, d'inculquer les bases de l'entrepreneuriat aux jeunes. Pas forcément, pas simplement les bases scientifiques, mathématiques, littéraires, mais leur en fait inculquer la notion d'entrepreneuriat à travers différents micro-jeux. Par Mhm. exemple, des études de cas très simples entre les jeunes pour pouvoir les donner en fait, pour qu'ils deviennent entrepreneurs et qu'ils aient des bases en fait, ils comprennent l'importance Mhm. de l'entrepreneuriat en Afrique. Mhm. Maintenant, il y a un aspect qui est aussi très important, c'est que par rapport aux besoins, en fait, je dirais que, j'ai oublié les chiffres d'ailleurs, mais je dirais que Mhm. les, il faut être clair, c'est qu'il faut beaucoup plus de filières scientifiques parce qu'il y a beaucoup plus de demandes en fait dans ce secteur, enfin, pour Mhm. l'instant en Afrique. Scientifique et aussi dans l'agriculture qu'on néglige beaucoup. Donc, on doit former les jeunes aussi bien sur le scientifique, la technologie, le numérique, mais aussi sur l'agriculture, parce que 60% des terres arables ne sont pas encore exploitées en Afrique. Donc, en agriculture, je sais qu'il est possible de faire beaucoup de choses en termes d'industrialisation, de business et d'élevage et autres. C'est très important. Donc, je dirais qu'il faut donc former, pour résumer, il faut former les jeunes du point de vue mindset, du point de vue entrepreneurial et aussi les former aux besoins du marché. Donc voilà les trois aspects qui sont importants en fait dans la formation des jeunes. Et donc, à l'intérieur de cette formation, ça c'est le contenu. Maintenant, il faut le contenant, c'est-à-dire il faut créer de plus en plus d'institutions, en fait. Donc, pour cela, c'est le rôle du secteur privé et du secteur public de créer des institutions, des écoles et autres. Et à défaut, créer des institutions digitales ou des formations digitales ou des institutions digitales où les jeunes Africains ont
possibilité de faire en fait des cours en ligne. La Banque africaine de développement en fait a déjà créé ça avec l'université virtuelle. Donc, il faut peut-être enchaîner ce genre d'initiative. Voilà. Oui, maintenant, vous, c'est quoi l'avenir avec l'Afrique? Autrement dit, les projets avec l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi? Un retour au Cameroun, des cours à donner à Dakar, à Niamey, à Abidjan, à Nouakchott, à Banjul. C'est quoi la relation aujourd'hui avec l'Afrique en dehors du fait que sûrement, en dehors des envois d'argent sûrement vers le continent? Quoi, moi ma propre. Oui, oui, toi, tes propres projets vis-à-vis de l'Afrique, c'est quoi? S'il y en a, Alors, bien sûr. déjà, créer une association en direction de l'Afrique, un think tank en direction de l'Afrique, Mhm, je pense que en plus, une plateforme de leadership pour la diaspora et pour les jeunes Africains en Afrique, mhm. ça fait déjà 3 initiatives qui sont quand même, disons, très intéressantes pour aider et participer au développement de et en tâtonnant les choses. Je dirais que déjà, je pense que je vais rentrer en termes peut-être d'entrepreneur plus tard en Afrique. Je suis en train de mûrir un projet là-dessus. Mais en attendant, ce qui est très important, je pense qu'au-delà de tout, je pense que je joue un rôle quand même d'acteur de la société civile en créant des associations, des initiatives pour pouvoir en fait insuffler en fait des jeunes à être soit des entrepreneurs, soit des bons dirigeants, soit des bons leaders. Donc la société civile a son rôle à jouer pour compléter le rôle des autres institutions. C'est très important. Donc pour l'instant, je me satisfais de ce rôle d'acteur de la société civile. Maintenant, en termes entrepreneurial, en fait, je structurerai un projet beaucoup plus tard. Oui, nous allons terminer un peu par votre D'accord. parcours. Par votre parcours, c'est important, comme je l'ai dit, c'est vraiment inspirant un tel parcours, avec notamment un passage par Harvard, structure ou institution internationale aujourd'hui, qui fait rêver notamment les jeunes, les plus jeunes issus de l'Afrique, mais les jeunes et puis les acteurs d'ailleurs. Oui. Ce voyage de l'Afrique vers l'Europe, vous l'avez fait pourquoi? C'était quoi l'esprit à l'époque lorsque vous quittiez l'Afrique? D'abord, c'était il y a combien d'années? Alors, j'ai eu mon bac en 2004. Ok. Donc, du coup, je, comme j'avais plutôt En on va 2004 dire, Au Cameroun, à Douala. oui, au Cameroun. Ok. J'ai eu mon bac en 2004 au Cameroun. Mhm, Et donc, du coup, j'avais plutôt des facilités scientifiques. mhm. Euh, donc, ça m'a permis d'entrer en classe préparatoire Ok. au lycée Louis Thuillier, c'est à Amiens. Donc, j'ai Mhm. été pris en fait à un lycée, on forme en fait à des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Ok. Donc, euh, c'est une formation intense qui m'a permis en fait d'intégrer en fait les écoles d'ingénieurs. Mhm. Et c'est comme ça en fait que je suis venu en France au début et après avoir terminé mon parcours universitaire et donc en école d'ingénieur, Mhm. j'ai commencé à travailler en fait pour des cabinets. Mhm. Et l'insertion socio-professionnelle, elle était évidente, elle était facile? Non? Alors, l'insertion socio-professionnelle, professionnelle, je dirais que la France a toujours besoin en tout cas l'Europe a toujours Oui? besoin d'ingénieurs, de scientifiques et d'informaticiens. Mhm. Je pense il y a toujours en fait cette demande-là. Social, je pense que à tout Africain, quand on immigre, en Mhm. fait, généralement, on doit travailler 2 fois plus que les autres. On doit s'intégrer. La culture de travail est très importante. Si on veut aller un peu beaucoup plus rapidement ou bien de manière normale, il faut travailler 2 fois plus. Et c'est Il ce que faut tu as fait? C'est s'intégrer. ce que tu as fait? Pardon? C'est ce que tu as fait? Tu as travaillé 2 fois Oui, oui, plus? oui. J'ai travaillé énormément, en fait. Je continue d'ailleurs de travailler énormément. J'ai Et travaillé pourquoi? Et énormément. pourquoi? Et pourquoi? Alors, parce que pour moi, j'ai été inculqué dans cet environnement de l'excellence. Mhm. Mon père m'a toujours dit que il faut vraiment que tu travailles 2 fois plus, sois excellent dans ce que tu fais. Mhm. Parce qu'il n'y a pas. C'est comme ça, en fait, que j'ai eu cette appétence. Le travail et bien sûr la passion. C'est deux sources moteurs, en fait,
généralement, le travail est la conséquence de la passion, ou l'inverse, ça dépend. Mais c'est deux sources moteurs, en fait, des résultats après de ce qu'on veut faire. Oui, très rapidement pour finir, un message à la jeunesse africaine. Alors, je dirais que le message que je donne souvent à la jeunesse africaine, c'est que il faut jamais cesser de rêver et se créer des barrières limitantes. Il faut se dire que si on a un projet entrepreneurial, si on a un projet d'étudier, si on a un projet de devenir businessman, si on a un projet de devenir un leader, il faut se dire qu'on peut y arriver. Après, le chemin va être plus ou moins long. Il faut être résilient. Il faut travailler. Il faut avoir la passion. Mais il y a une quatrième chose qui est très importante que je pense que les jeunes doivent avoir, surtout les jeunes africains, c'est avoir l'humilité. Parce que l'humilité te permet en fait d'apprendre des plus jeunes, des moins intelligents, des plus riches, des plus pauvres, ce que tu veux, mais l'humilité te permet d'avoir des connaissances Oui. et peut-être d'améliorer des choses. Voilà les aspects. Merci, merci Cédric Yamdieu. C'était vraiment C'est un moi qui te immense remercie. plaisir de te recevoir dans le cadre de nos panels. Vous êtes parti de Douala au Cameroun en 2004. Depuis, vous êtes Exact. basé en France. Après donc votre baccalauréat au pays, vous êtes le CEO de 50 Afrique et le Exact. cofondateur de Afropreneur Emerging, leader ingénieur diplômé de Harvard, de Télécom Paris et CPE Lyon. Vous avez commencé votre carrière pour Accenture en 2011. Il y a aujourd'hui 9 ans en tant que consultant en système d'information. Et plus récemment, vous vous êtes spécialisé dans les marchés financiers pour des banques. Avant cela, en 2013, à l'âge de 25 ans, vous êtes cofondateur, Chief Technology Officer de Team Corp, c'est bien cela? Timicop Capital Fund, Oui, Timicop, c'est une oui, holding. oui, oui, on en a parlé. Une holding qui a conseillé des PME et startups, y compris quoi? Njorku? Ça a conseillé des PME, mais beaucoup. Moi, je m'occupais aussi des startups comme Kiro Games, Joku, en fait, qui sont des studios de jeux vidéo. Kiro Games, c'est un studio de jeux vidéo. C'est l'un des premiers de ce genre en Afrique à l'époque et aujourd'hui d'ailleurs. Et Joku, c'est un moteur de recherche d'emploi qui permet une sorte de Google, en fait, de moteur de recherche d'emploi qui permet aux Africains de trouver de l'emploi en Afrique. Et ça permet à 2 millions d'Africains de rechercher en fait de l'emploi en Afrique. Voilà. Un dernier mot, quel est le mot qui vous résume le plus rapidement? Pardon? Quel est le mot qui vous résume le plus rapidement? Le mot qui me résume le plus? Oui, c'est quoi? Je dirais... C'était pas préparé, hein, c'est fait pour te fatiguer. Un mot? Oui, un mot. L'humilité. Humilité. Parce que c'est important, l'humilité. Vous venez d'y faire allusion d'ailleurs tout à l'heure. Pardon? Vous venez d'y faire allusion tout à l'heure. Oui, l'humilité. Oui. En tout cas, merci. Merci à vous, Cédric Yamdieu. Camerounais d'origine, parti de Douala aujourd'hui, basé en France, spécialisé dans la finance, dans les télécoms, dans l'économie, bien évidemment. Cédric Yamdieu, parti donc du Cameroun, parti plus précisément, plus particulièrement de Douala et aujourd'hui, un des Africains qui compte et en plus de ses activités normales, il a été entrepreneur notamment autour de 50 Afrique et puis d'autres structures qui aident aujourd'hui à faire avancer l'Afrique. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres rencontres, d'autres échanges dans le cadre de ces Covid-19 parce que comme nous l'avons juré dès le départ il y a plus de mois, l'idée plus que jamais est de mettre les innovateurs et de mettre les acteurs en avant à travers nos panels, mais aussi à travers des problématiques importantes, les télécoms, l'économie numérique, les télécoms sont là-dedans, bien sûr, on est d'accord, le commerce électronique, la transformation digitale, le téléenseignement, les EdTech, l'éducation digitale et bien sûr tant d'autres sujets. Et comme je le dis régulièrement en terminant, si vous pensez que c'est important que vous veniez avec des thèmes qui puissent intéresser tout le monde, pourquoi pas, venez, vous n'avez même pas besoin de taper
à notre porte. Passez par un clic sur notre chaîne YouTube ou sur nos réseaux LinkedIn et Facebook. Merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un autre échange avec d'autres acteurs. Merci, Cédric. À très C'est bientôt. moi qui te remercie. Ciao. Ciao, au revoir.